Bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler comment optimiser vos efforts marketing. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils s'inscrivent à un webinaire de Cyberimpact, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Chloé Michalski. Je suis directrice marketing chez Cyberimpact. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Cyberimpact, c'est une plateforme de marketing par courriel. Donc, avec elle, vous pouvez envoyer des promotions, envoyer des infolettes, communiquer avec vos membres par courriel. Vous pouvez également faire des scénarios automatiques, créer des pop-up et il y a plein d'autres belles surprises en termes de fonctionnalités qui s'en viennent à l'automne, très excitante. Et aujourd'hui, j'ai la chance avec moi d'avoir Marie Fabre. Je vais te laisser te présenter. Oui, merci Chloé. Mon nom est Marie Fabrilion. Je suis conseillère en stratégie marketing chez AB Marketing depuis maintenant presque 3 ans. Et donc, AB Marketing, comme son nom l'indique, c'est une agence marketing, une agence à taille humaine. On est spécialisé en stratégie de marketing et de vente pour les PME, les ordres professionnels et les OBNL, à travers le Québec. Ça fait 6 ans que l'agence a été créée. Et depuis plus de 6 ans, notre équipe met de l'avant une gamme complète de services, donc pour appuyer notre clientèle aussi bien dans la réflexion stratégique de plans marketing, la création de plans de visibilité, la gestion de partenariats et de commandites, que dans la mise en marché de produits et de services, et aussi dans l'idéation et la réalisation d'expériences événementielles uniques. Donc, vous voyez, c'est vraiment un large champ de services marketing. Et écoute, merci en tout cas à Cyber Impact de nous avoir permis de partager notre expertise aujourd'hui. Ça fait plaisir. On aime ça. OK. Bon, au programme aujourd'hui, premièrement, on va parler comment préparer un plan marketing. On va définir les bases, donc c'est quoi les cibles, c'est quoi les objectifs d'une campagne marketing, comment définir son budget. Ensuite, on va parler d'analyser la concurrence et le marché. Ensuite, on va parler comment bâtir son message et un peu pour se positionner par rapport à la concurrence. Après, on va parler comment élaborer une stratégie de marketing de contenu. Ensuite, la deuxième grande étape, ça va être le passage à l'action. Donc, comment choisir les bons outils médias pour votre campagne, comment faire preuve d'originalité. Il y a beaucoup de compétition aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile de se démarquer. Ensuite, comment établir des relations, ça peut être avec des clients, des partenaires, etc. Puis finalement, on va parler au niveau de l'évaluation et comment optimiser vos initiatives qui sont déjà en place. Donc, on va vous expliquer comment mesurer la performance de vos campagnes et comment optimiser du contenu déjà existant. Donc, sans plus tarder, rentrons dans la présentation. Donc, le marketing, c'est juste un pôle de dépenses dans l'entreprise. À part nous coûter cher, ça ne sert à rien. J'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, peut-être que vous aussi, vous avez déjà entendu cette phrase, que ce soit par des collègues ou d'autres acteurs dans l'entreprise. Parce que parfois, il y en a qui ont la perception justement que le marketing, c'est plus une dépense qu'un investissement. J'imagine que si vous êtes là avec nous aujourd'hui, c'est justement parce que vous aimeriez avoir des munitions justement à apporter à vos collègues pour prouver que non, le marketing, c'est bien un investissement. On a des études qui le prouvent. Donc, il y a une étude de la Harvard Business Review qui prouve cela. Donc, environ 75% des startups échouent en raison de problèmes liés au marketing. Donc, ça montre bien à quel point une stratégie marketing solide est vraiment cruciale pour la survie et la croissance des entreprises, et en particulier pour les petites entreprises, pas petites nécessairement, mais les entreprises qui tentent de percer le marché. Donc, une stratégie marketing efficace, ça peut vraiment faire la différence entre la réussite ou l'échec pour de nombreuses entreprises. Donc, ce midi, il nous fait plaisir d'être là aujourd'hui pour justement vous présenter comment transformer cette dépense marketing dans vos entreprises en un investissement rentable et profitable. On va vous parler, on va illustrer en fait les propos théoriques d'aujourd'hui avec un cas d'étude. C'est un projet, enfin plusieurs projets en fait qu'on a fait dans le cadre d'une stratégie étudiante avec un client qui s'appelle Ferric. Ferric, c'est une PME dans la gestion de fonds et les placements pour les professionnels en génie.
avec qui on travaille depuis plusieurs années. Et en fait, on a pu mettre en œuvre une stratégie marketing, on l'a élaborée, on l'a déployée. Et les exemples que je vais vous donner aujourd'hui, ça illustre vraiment les propos plus théoriques. Donc comme ça, vous aurez les deux aspects, euh, comment bâtir un plan et puis comment le mettre à exécution. Donc commençons sans plus tarder. Le point de départ, c'est vraiment là, la préparation d'un plan marketing. Donc, c'est l'étape à ne pas négliger. Même si elle peut paraître évidente, il faut vraiment prendre le temps de définir les bases avec votre équipe quand vous allez construire votre campagne. Donc, quand on parle de base, il y a déjà la cible. La cible, vous allez la garder en tête tout au long du déploiement de votre campagne et de la création du plan. Donc, on identifie la clientèle cible, puis à partir de là, on veut tout savoir sur elle. C'est vraiment dresser son portrait le plus complet pour être capable de connaître son profil sociologique, profil démographique, où est-ce qu'on est capable de la rejoindre, quels sont ses besoins, quel est son comportement. Vous devez être capable de répondre à toutes les questions, qui, que, quoi, ou comment, pour vraiment être en mesure de vous adresser à elle de la bonne manière. Si je vous donne l'exemple chez Ferric pour que vous compreniez un petit peu le cadre de cette stratégie marketing, la cible qui avait été identifiée, c'est la relève étudiante en génie. Et pour ça, on sait que cette relève, on la retrouve à deux endroits. Donc, il y a déjà les étudiants qui sont dans les universités, donc les facultés de génie à travers le Québec, et un focus plus sur les finissants parce que les produits et services de Ferric s'adressent aux gens qui sont déjà sur le marché du travail. Donc, une première partie de la cible qui se retrouve dans les universités, puis une deuxième partie, c'est les jeunes professionnels du monde du génie, des professionnels qui ont moins de 30 ans. Donc, on l'a bien identifié, on peut continuer avec les autres bases. Puis, Marie, j'avais une question pour toi. Oui. On peut avoir plusieurs cibles pour une campagne marketing. Par contre, je me demandais, est-ce qu'une entreprise devrait se limiter à un certain nombre de cibles ou d'audiences lorsqu'ils font une campagne publicitaire? Mais en fait, une entreprise peut avoir différentes cibles parce que c'est sûr que ça dépend, tu sais, les produits et services qu'elle offre, ils sont pas forcément tous pour une cible. Peut-être qu'elle offre des produits selon des tranches d'âge ou des profils, mais c'est sûr qu'elle doit adapter ses messages. Donc en fait, il peut y avoir une base en commun pour un plan marketing, pour une campagne en particulier, il peut y avoir une base qui va être commune à toutes les cibles. Mais à un certain point, il faudra s'adapter. Donc, que ce soit dans le message, que ce soit dans les médias qui sont utilisés, ou peut-être dans les éléments différenciants qui sont mis de l'avant, ce ne seraient pas forcément les mêmes d'une cible à l'autre. Donc, oui, c'est possible, il n'y a pas vraiment de maximum, mais il faut garder en tête qu'il faut s'adapter pour avoir le bon ton en fonction de la cible. Puis, ça peut dépendre des budgets aussi en fonction de ce qu'on veut investir, privilégier une cible ou l'autre. Super, merci. Intéressant. Donc, je vais continuer. Une fois que vous avez établi votre cible, donc les audiences à qui vous voulez faire les campagnes publicitaires, la prochaine étape, c'est de déterminer c'est quoi vos objectifs en lien avec vos campagnes publicitaires. Donc, moi, j'aime bien utiliser la technique de l'objectif SMART que j'ai écrit juste en bas. Et dans le fond, chaque lettre a une définition, donc spécifique. L'objectif doit être spécifique, donc on doit préciser comment votre objectif va être atteint, par qui, comment. Ensuite, il doit être mesurable. Donc, quels sont les résultats qui sont attendus ou souhaités avec cette campagne marketing-là? Elle doit également être atteignable. Donc, l'objectif doit pouvoir être atteint avec les ressources qui sont en place ou en avoir d'autres au besoin. L'objectif doit être aussi réaliste. C'est sûr qu'on aimerait ça augmenter les ventes de 50% d'ici 3 mois. Mais est-ce que dans votre contexte, avec les ressources que vous avez, c'est réaliste? Peut-être pas. À ce moment-là, il faudrait baisser un pourcentage. Et il doit être temporel, donc déterminer pendant quelle est la période de temps que vous voulez mettre votre campagne marketing de l'avant ou que vous souhaitez réaliser votre objectif. Donc, j'ai mis un exemple juste en dessous, par exemple, qui est un objectif SMART. Comment acquérir 650 nouveaux clients de moins de 30 ans d'ici la fin de l'année en augmentant les efforts marketing digital ciblés sur cette tranche d'âge par rapport à l'année précédente. Donc, ça fait peur comme ça, mais ça répond à chacun des critères de l'objectif SMART.
C'est quelque chose que j'applique au quotidien. Comme ça, je m'assure de rien oublier. J'oublie pas. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que j'ai bien mis ma période de temps? C'est quand même important. Donc, voilà un bel outil qu'on peut utiliser pour établir les objectifs. Il en existe plein, mais celui-là, je pense que c'est un des plus utilisés, très commun. Vous pouvez le retrouver partout sur Internet. Vous avez juste à écrire Objectif SMART. Après, une fois que vous avez établi la cible, vos objectifs, on rentre dans le budget, qui est une étape que les gens trouvent quand même compliquée parce que c'est difficile de se dire quel est mon budget marketing pour les campagnes ou pour l'année. C'est quand même quelque chose qui est compliqué à mettre de l'avant. Donc, il y a deux grandes méthodes, si je peux dire ça, pour déterminer un budget marketing. La première, c'est, dans le fond, ça consiste à calculer le budget à partir d'un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc, supposons que votre chiffre d'affaires, c'est de 2 millions, puis qu'on se dirait, ben non, on va mettre 5% en budget en marketing, ce qui équivaut à 100 000. Le 100 000 serait votre budget marketing pour l'année, que vous devriez ensuite diviser selon vos campagnes marketing. Aussi, selon les statistiques que j'ai trouvées en ligne, les gens vont mettre entre 2 à 20% de leur chiffre d'affaires en marketing. C'est très large parce que ce pourcentage-là dépend de votre industrie. Par exemple, en B2B, généralement, les entreprises vont mettre moins d'argent en marketing qu'en B2C, étant donné que c'est plus demandant à vendre des objets matériels, dans le sens qu'il faut faire beaucoup de publicité pour que les gens puissent le voir et acheter le produit, alors qu'en B2B, il y a beaucoup plus de travail qui va se faire au niveau de rencontres en virtuel, des démos, parce qu'il y a une courbe d'apprentissage. C'est pas quelque chose qu'on achète puis après c'est fini. La deuxième méthode, celle-là, c'est estimer le budget marketing annuel pour atteindre votre objectif de chiffre d'affaires. Donc, on se base sur les données inbound que vous avez déjà par rapport à vos anciennes campagnes marketing que vous avez faites dans le passé. Donc, ici, le budget marketing global égale le coût de combien ça vous coûte avoir un contact ou un client fois le nombre de contacts que vous souhaitez générer. Donc, j'ai mis un petit exemple en dessous. Par exemple, que vous, en moyenne, ça vous coûte 150 avoir un client et que vous, selon vos objectifs, vous aimeriez générer 3 000 nouveaux clients cette année, bien, à ce moment-là, on va faire 150 fois le 3 000 clients que vous souhaitez générer et ça va vous donner un budget marketing de 450 000 C'est une méthode un peu plus compliquée puis qui nécessite d'avoir des anciennes données sur lesquelles vous basez. Mais une fois que vous avez une base, après ça, c'est une méthode plus appropriée, je crois, car c'est basé sur des données, justement. Donc, une fois que vous avez établi votre budget marketing, ensuite, vous pouvez justement aller voir ce que vous avez fait dans le passé pour mesurer c'était quoi le retour sur investissement, c'était quoi le pourcentage de conversion, c'était quoi le trafic web sur votre site web. Ça vous permet de définir quel canal performe le mieux plus qu'un autre. Donc, ça va vous permettre de justement budgéter chacun de vos canaux marketing. Je vous donne un exemple. Supposons que moi, l'année passée, je me rends compte que Instagram, la plateforme, c'est celle qui me permet de générer le plus de ventes pour ma boutique en ligne. À ce moment-là, je devrais prévoir un plus gros budget pour Instagram que Facebook, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des données et si vous n'en avez pas, de commencer quelque part. Et sinon, il y a des gens qui aiment bien prendre l'approche 70-20-10 pour répartir leur budget marketing. Dans le fond, le 70%, ça correspond au budget qui devrait être alloué à des activités qui ont fait leur preuve dans le passé. Donc, vous savez qu'ils fonctionnent bien, que vous avez des bons résultats. Il y a un 20% qui va être attribué à des efforts qui pourraient être efficaces, mais que ce n'est pas certain encore. Vous n'avez pas atteint encore les résultats que vous aimeriez, mais il y a quand même du potentiel. Et finalement, garder un 10% pour des nouvelles initiatives marketing que vous n'avez jamais essayé par le passé puis, la raison pourquoi il y a des gens qui vont se garder un budget à ce niveau-là, c'est que les algorithmes, ils changent constamment. Je parle pour Google Ads ou les autres plateformes de réseaux sociaux. Donc, ce 10%-là vous permet justement de trouver peut-être des nouvelles stratégies qui vont très bien fonctionner que peut-être vous n'avez pas essayé par le passé. Finalement, on arrive au niveau d'analyser le marché et la concurrence. Donc, ça permet de mieux connaître votre environnement dans lequel vous évoluez. Donc, c'est de valider quel est le marché potentiel,
Est-ce que votre offre est compétitive par rapport à la compétition? Est-ce que vos prix sont trop élevés, trop bas? Est-ce que votre offre euh, est décevante par rapport à la compétition? Vous aussi trouver des benchmarks en ligne selon les industries pour voir si vous faites mieux que la concurrence. Je vous donne un exemple. Par exemple, avec Cyber Impact, nous, on aime ça savoir c'est quoi le taux d'ouverture moyen des courriels de nos clients. Et pour savoir si par rapport à la compétition, on se situe à une bonne position, dans Google, je vais écrire benchmark open rate, donc taux d'ouverture pour le marketing par courriel. Ça va me donner pour les compétiteurs, OK, ben, tel compétiteur, son taux d'ouverture est de 20 mais nous, il est de 22 donc on est un peu au-dessus de la moyenne. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont accessibles en ligne. Finalement, il faut analyser et mesurer les initiatives que vous avez déjà faites dans le passé pour voir justement si elles performent bien. Pour ça, il y a plusieurs outils à disposition. Vous avez justement les plateformes de marketing par courriel. Donc, dans Cyber Impact, vous avez toutes les statistiques de vos envois passés, le taux d'ouverture, le taux de spam, qui a cliqué sur quel lien dans votre infolette. Ça peut être tous vos fichiers de suivi Excel que vous avez implantés dans votre entreprise. Ça peut être au niveau du CRM que vous utilisez. Également, dans vos entreprises, généralement, il y a beaucoup de données qui se retrouvent là. Et finalement, sur les réseaux sociaux, par exemple, avec Facebook et Instagram, il y a le Meta Business Suite qui permet de voir la performance de toutes les publications que vous avez faites sur ces pages de réseaux sociaux-là. Donc, c'est tous des outils qui sont gratuits, accessibles, que vous possédez, sur lesquels vous pouvez trouver des informations sur la performance. Puis sinon, Marie, je ne sais pas si tu voulais expliquer rapidement c'était quoi le petit exemple qu'il y avait à côté. Oui, c'est ça. Là, c'était pour illustrer, en fait, donc toujours dans le cas de l'étude Féric, qu'on était bien allé valider que le marché, il y avait un marché en croissance et des opportunités pour nous. Donc, même s'il y a de la pénurie de main-d'œuvre, malheureusement, un peu partout, là, on voit que dans le milieu des ingénieurs, au cours des 10 prochaines années, le Québec aura besoin de plus de 51 000 nouveaux ingénieurs. Donc, comme tu le disais, c'est une phase vraiment importante de vérifier que y a un marché qui est potentiel, puis qu'on peut aller sur ce marché-là pour faire notre campagne. Donc ça a été validé, puis tout était beau. Super. Donc maintenant que justement on connaît un petit peu notre environnement, qu'on est familier avec le marché, avec ce que font les concurrents, qu'on se connaît parce qu'on est allé voir nos données et que on a défini nos bases, vient le temps maintenant justement de se positionner pour pouvoir se démarquer. Donc le but c'est vraiment d'être différent des autres, de proposer quelque chose qui est différenciant. Donc pour ça, vous allez aller miser sur vos éléments distinctifs. Donc vous vous connaissez, vous savez ce que vous faites, vous connaissez vos forces. Donc c'est là-dessus que vous allez aller miser. Et quand vous vous serez positionné, vous serez en mesure d'aller bâtir vos messages. Donc vous allez bâtir plusieurs messages qui vont vous suivre tout au long de la campagne. Puis, pour bâtir des messages, il y a des choses à garder en tête. Donc notamment, il faut que vos messages soient percutants et accrocheurs. Il faut qu'ils soient clairs et concis, donc pas des messages trop longs. Il faut qu'ils appellent à l'action aussi, qu'ils invitent, qu'ils incitent le client à passer à l'action. Il faut qu'ils soient utiles et engageants. Il faut que ça raconte une histoire, puis que ça engage les clients à aller de l'avant et que ça résonne chez eux. Donc là, j'ai donné aussi encore une fois l'exemple de Féric, accélérer votre autonomie financière. Donc c'est un peu le slogan qui a été amené tout au long de la campagne. Puis vous voyez, c'est concis en fait. C'est juste 4 mots. Alors c'est sûr qu'il y a eu d'autres messages qui ont découlé de ça, qui étaient plus longs selon le type de médias, les infolettres, etc. Mais l'idée principale, c'est d'accrocher les gens avec ce message-là. Donc, il y a un appel à l'action qui est clair. Ça parle, c'est dynamique, c'est engageant, autonomie financière, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, c'est une base. Puis après, il y a d'autres messages qui vont découler. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est d'être cohérent aussi dans les messages tout au long de la campagne. Donc maintenant qu'on a tout ce beau travail en amont, on est vraiment capable d'aller se lancer dans l'élaboration de notre nouvelle stratégie marketing et de contenu. Puis souvent, cette étape, en fait, c'est celle qu'on va faire en premier, parce que c'est tentant d'aller rechercher dès le début des nouvelles idées, puis de lancer des nouveaux projets. Mais en fait, elle vient qu'à ce moment-là, une fois qu'on a fait ces premières démarches dont on vous a parlé. Pour aller rechercher des nouvelles idées,
Là, vous avez vraiment l'embarras du choix. Donc, il y a la séance de brainstorm classique en équipe où vous êtes autour d'une table, puis c'est à chaud, tout le monde lance ses idées, sky is the limit, on peut vraiment partir dans plein d'horizons différents. Le but du jeu, c'est de faire le tour de toutes les actions possibles. Vous pouvez aussi, via des benchmarks ou autres, aller vous inspirer de ce que font d'autres acteurs sur le marché. Puis pas forcément dans votre industrie, en fait. Parfois, vous pouvez vraiment rester à l'affût sur LinkedIn, dans la presse, sur les réseaux sociaux de campagnes qui se font. Puis parfois, ça peut vous donner des idées, même si ce n'est pas dans votre industrie. Vous pensez aussi à des éléments originaux. Donc ça, c'est le but du brainstorm, c'est d'aller au-delà de la première idée qui vient, d'aller vraiment creuser pour trouver des idées un petit peu plus originales. Vous pouvez aussi aller sonder les gens de l'externe, donc que ce soit des collègues de travail qui sont dans d'autres départements, des conjoints, des amis. L'idée, c'est que parfois, on va construire un plan avec notre équipe marketing qui a un mode de pensée particulier, mais ça résonne en nous, mais ça ne va pas forcément résonner chez nos collègues ou auprès de notre public cible. Donc, allez sonder aussi à l'externe. Est-ce que cette idée, elle semble bonne? Est-ce que tu comprends le concept? Ça va vous aiguiller un petit peu. Puis, un dernier qui est vraiment dans l'air du temps, c'est qu'on peut aussi aller s'inspirer des outils d'intelligence artificielle. Donc, ChatGPT n'a pas la vérité absolue, mais il y a quand même des bonnes idées qui peuvent ressortir de temps en temps puis qui méritent d'être creusées. Donc, c'est vraiment en complément avec ce que vous allez faire comme séance de brainstorm avant. Donc là, vous avez rêvé grand. Vous avez plein d'idées sur la table. Vous avez vraiment le champ des possibles devant vous. Mais il faut revenir à la réalité. Puis, il faut maintenant sélectionner ces initiatives, voir celles que vous voulez faire, puis celles que vous allez abandonner. Donc, c'est là que votre plan va commencer à se bâtir concrètement. Donc, vous allez prioriser pour voir quelles initiatives retenir. Puis pour ça, ça va être, comme le disait Chloé, avec le budget aussi. Quel est le budget que vous voulez allouer en fonction des données aussi, de votre historique de campagne, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est important d'aller analyser parce que ça va vous aider à prendre des décisions. Donc, vous allez retenir certaines initiatives, puis vous allez vous assurer de couvrir un plan 360, dans le sens où on veut des initiatives qui sont complémentaires pour pouvoir rejoindre la cible de plusieurs manières différentes, puis être là à différents moments dans le temps aussi. Donc, une fois que ces initiatives sont retenues, vous placez tout sur un calendrier. Donc, vous faites un calendrier vraiment très complet de votre campagne. Quand telle initiative doit avoir lieu, telle autre, etc. Vous faites un rétro-planning pour être en mesure de respecter cette échéance-là, puis d'avoir toutes les étapes préliminaires pour faire aboutir le projet. Donc ça, après, ça va être votre guide, ça va être vraiment être votre plan à suivre. On est rendu à telle étape, on est en retard par rapport à l'échéancier ou pas. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de bien le construire. Et le dernier point, c'est maintenant que vous avez votre vision globale de votre projet, enfin de votre campagne, ça va être aussi d'aller placer les bonnes personnes aux bons endroits. Donc, bien important, entourez-vous d'experts, entourez-vous des meilleurs, puis allez chercher les forces complémentaires de chacun. Donc, parfois, ça va être au sein de votre équipe que vous allez faire une répartition des tâches, mais parfois, ça peut être aussi à l'externe ou ça peut être auprès de certains collaborateurs avec qui vous faites affaire. Prenez le temps de savoir qui va intervenir à quel moment du projet. Puis, j'avais une petite question pour toi, Marie, par rapport au calendrier de contenu. Je me demandais, tu sais, vous, généralement, vous essayez de le prévoir combien de temps à l'avance en termes de temps, votre calendrier de contenu ou votre campagne? Ouais. En fait, on le construit vraiment dans la continuité du plan marketing. Donc, tu vois, en amont, on va aller poser le plan marketing, puis ça va découler sur un plan de contenu. C'est avec notre calendrier qu'on va être en mesure de se dire, à tel moment, c'est tel contenu qui doit être produit, mais avant de se lancer dans la campagne, on a déjà une idée de où va être positionné tel contenu, qu'est-ce qui est à prioriser, qu'est-ce qu'on doit creuser, quelles sont les recherches qu'on doit aller faire. Donc, c'est pas improvisé en fait. C'est sûr que on est flexible, tu sais, on laisse la place à des imprévus ou à des retours terrain si on veut donner des informations en temps réel.
mais on fait quand même un plan, puis c'est ce qu'on verra un peu plus tard, c'est un plan de communication souvent qui va traduire cette stratégie de contenu. C'est quand même penser bien en amont, dans la continuité finalement du plan marketing. C'est ça. Puis quand tu parles d'imprévu, est-ce que tu es capable de me donner un exemple, par exemple, qui vous est déjà arrivé ou que tu as déjà entendu? Euh, Mais en fait, imprévu ou des retours terrain, tu sais, ça peut être, on se garde de la place dans notre calendrier de contenu pour aller donner des informations sur tel événement qui a eu lieu, pour faire un retour. Nous avons pu rejoindre via cette conférence 150 personnes, puis voici le lien de rediffusion. Donc, même si c'est prévu, on va mettre du contenu aussi qui est concret, puis qui suit la campagne en temps réel. Je comprends. Super. Donc là, c'est bon, notre plan, il est bâti, il est quand même bien ficelé, on sait où on s'en va. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action puis de le déployer, ce plan. Donc tout à l'heure, Chloé, tu parlais justement de l'importance de connaître nos données. Ça va beaucoup nous aider pour aller choisir les outils et les médias qu'on va utiliser. Donc, c'est quand on va commencer à construire notre plan de communication, justement, puis de contenu, on va aller placer les différents médias qu'on veut utiliser pour rejoindre notre cible. Donc, prioriser déjà les outils en interne. Donc, c'est sûr, ça aussi, parfois, on veut voir grand. On ne va pas nécessairement penser euh, à tout exploiter de ce qu'on a déjà, mais je suis sûre que vous avez déjà plein d'outils en interne. Donc, que ce soit l'infolettre, votre site web, le blog, les médias sociaux. Oui, on veut aller rayonner à l'externe, mais vous faites déjà plein de choses. Donc, privilégiez aussi ces outils internes, puis en fonction des données, voir quels sont les plus performants. Après, bien sûr, l'idée d'une campagne marketing, c'est d'aller rejoindre un public qui est nouveau. Donc, il faut aussi prévoir un plan pour aller rayonner à l'externe. Donc, rayonner à l'externe, ça peut être via des publicités payantes. Ça peut être, donc ça, c'est si vous avez mis du budget aussi, prévu du budget là-dessus. Ça peut être d'aller développer un partenariat avec une tête d'affiche. Donc, par exemple, vous associer à quelqu'un qui a une renommée ou qui a un réseau qui est assez grand pour qu'il soit votre porte-parole. Ça peut être un influenceur, ça peut être une personnalité. Ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant et payant aussi quand vous trouvez la bonne personne. C'est ça, si je peux rajouter par Oui, rapport à ça, un bon exemple, ça peut être Martin Matt avec Maxi. oui, Euh, exactement. c'est très populaire en ce moment. C'est un partenariat, dans le fond. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais au Québec, c'est quand même très populaire comme type de partenariat, je peux dire ça. Mm. Puis la cible va pouvoir s'identifier aussi à cette personne-là quand elle est vraiment bien trouvée, puis en cohérence avec ton public cible, ça va créer de l'engagement en fait. Donc ça, c'est à penser aussi. Puis pour rayonner à l'externe, ça peut être la participation à des balados, à des conférences, à des webinaires. Renseignez-vous sur ce qui se fait, sur les événements qui existent dans l'industrie. Vous pouvez faire le choix d'avoir un kiosque, pardon, d'avoir un kiosque par exemple pour aller parler de vos services. Donc, en fait, il y a vraiment plein d'opportunités, que ce soit en virtuel, en présentiel. Vous pouvez vraiment avoir différents outils. Donc, rayonner à l'interne, privilégier les outils internes, à l'externe. Et aussi, un des derniers points à mentionner, je pense quand même important, c'est de pas délaisser le contact direct. Donc, par contact direct, on va entendre, par exemple, sur LinkedIn. C'est aussi un réseau qui est très puissant. Ça va dépendre du type d'industrie, mais en B2B, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui s'y retrouvent, puis on peut aller envoyer des communications ciblées. Donc, gardez en tête aussi que LinkedIn peut être utile dans vos campagnes, ou bien aller à des 5 à 7 de réseautage, aller discuter, aller rencontrer des gens. C'est vraiment si vous êtes diversifié puis multicanaux comme ça que vous allez pouvoir étendre toutes vos actions et être le plus performant possible. Puis d'ailleurs, ça tombe bien, l'exemple que tu viens de donner, parce que moi, j'ai connu Marie à un événement. Je crois que c'était Stratégie PME Exact. l'année passée, si je me souviens bien. Je pense pas, je pense que vous connaissez pas Super Impact, non, on connaissait pas AB Marketing, mais je me suis arrêtée à son kiosque. Puis ce qui m'a marqué, c'est qu'ils offraient des plantes à ceux qui venaient parler à leur kiosque au lieu de des crayons. C'était des petites plantes très cute.
Donc, vous savez jamais, dans le fond, quand vous allez à des événements, où est-ce que ça va vous mener. Nous, à force de discuter, ben, on s'est rendu compte, on s'est dit que ça serait vraiment le fun de faire un webinaire ensemble. On peut s'aider dans plein de choses. Donc, un bon exemple aujourd'hui, c'est le webinaire. Donc, voilà. Ouais, exactement. Vraiment, ces rencontres comme ça, on ne sait pas à quoi on va s'attendre, mais il y a des bonnes surprises. Donc, soyez tout horizon. Un des éléments aussi clés, on l'a dit tout à l'heure, c'est de se démarquer. Donc, c'est ça qui va faire la différence, c'est si votre public réussit à se rappeler de vous. Donc, pour ça, il faut être original, puis avoir la petite touche en plus qui va faire que vous allez marquer les esprits. Donc, c'est pas forcément de se réinventer complètement, puis de tout défaire ce que vous avez déjà fait par le passé. Parfois, c'est juste de trouver une petite twist ou une petite touche créative en plus qui va faire que bah, cette initiative-là, elle va se démarquer. Je peux vous donner des exemples qu'on a fait avec Féric, justement, qui prouvent bien que bah, on a essayé d'aller chercher cette originalité-là. Donc, les deux premiers, c'est des partenariats qu'on a fait. On en parlait tout à l'heure avec des têtes d'affiche. On est allé chercher un influenceur sur les réseaux sociaux qui s'appelle Massi Mayou, puis qui était vraiment très cohérent avec notre cible parce qu'il a fait une étude, des études d'ingénieur aussi, de génie, pardon, lui aussi. Puis il est devenu après ça influenceur. Donc, on a réussi à développer un partenariat avec lui, puis il a développé des capsules éducatives en collaboration avec Féric pour parler de sujets financiers sérieux. Donc, l'éducation financière, différentes thématiques à travers différentes capsules vraiment très dynamiques. Et autour de ça, on a créé toute une campagne promotionnelle et ça a vraiment eu du succès. Le deuxième exemple de partenariat, c'est un Facebook Live avec un humoriste. Donc là, Féric avait l'habitude de faire des Facebook Live pour parler de sujets de finances avec les jeunes, répondre à leurs questions. Mais on est allé apporter une petite touche en plus avec cet humoriste pour apporter de la fraîcheur, puis un ton plus léger au sujet qui était quand même assez sérieux. Donc là, c'était en collaboration avec Sinem Cara, qui est une humoriste de la relève, donc qui était encore une fois parfaitement alignée avec notre cible. Et c'est sûr que c'est un incitatif aussi pour cette cible à venir participer au Facebook Live. Oui, ils vont apprendre sur un sujet sérieux, mais en plus de ça, ils vont passer un bon moment. Les deux autres projets qu'on a fait qui démontrent l'originalité, c'est qu'on est allé réinventer leur manière de distribuer des commandites. Donc, Féric distribue des commandites chaque année pour des projets étudiants, pour soutenir la relève étudiante, mais c'était fait de manière assez traditionnelle. Donc, on est allé pimper ça avec un jeu concours, puis on est allé se faire connaître partout dans toutes les universités du Québec pour dire, ben, postulez, posez votre candidature, vous avez la chance de remporter plus de 5 000 $. Donc, c'est juste revoir en fait la manière de faire les choses d'une manière peut-être plus attrayante. Et le dernier point, c'est privilégier un contact direct. Donc là, on avait peut-être plus un contact virtuel avec notre cible. Là, on est allé directement dans les universités du Québec à travers des partenariats avec les associations étudiantes en génie, à travers plein d'universités, que ce soit Sherbrooke, Laval, Montréal. L'idée, c'était de couvrir une grande zone géographique, puis d'être présent d'une manière festive, en fait, via un photobooth pour immortaliser ce moment-là avec les jeunes. Ensuite, les jeunes reçoivent une photo avec le logo Féric. Donc, ça perdure dans le temps, ça donne une image positive à l'entreprise aussi qui est partenaire. Donc, ça peut être des idées, en fait, d'initiatives à mettre en place, toujours à penser cette petite touche un peu créativité. Puis j'avais une petite question pour toi, Marie, si jamais il y en a d'autres qui se poseraient la question. Je me demandais comment vous vous y prenez pour faire affaire avec un influenceur ou contacter une personnalité, une tête d'affiche avec qui vous aimeriez faire affaire. Ouais. Euh, En fait, il y a différentes manières. Je te dirais que là, l'idée, c'est de lancer quand même plusieurs lignes parce que c'est un travail de longue haleine en général. Ça se fait pas du jour au lendemain. Nous, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on se renseigne. Donc, aller repérer en fait le type de porte-parole que tu souhaites pour que ce soit cohérent avec tes valeurs, avec les messages que tu veux faire passer. Donc, si c'est un influenceur, va t'inscrire à des comptes, regarde le type de contenu qui est posté. Puis après, dans le passage à l'action,
ben, il y a les agences. Donc oui, passer par des agences, aller en contacter plusieurs. Encore une fois, faites plusieurs à chaque fois parce que ça vous garantit d'avoir le plus de retombées possible. Donc, on contacte une agence, on donne notre budget, notre cible, nos besoins, qu'est-ce qu'on attend de cette personne-là. Puis, en général, l'agence va faire des matchs. Parfois, on a une date aussi qui est précise, donc selon la disponibilité. Puis, l'agence va nous revenir avec des propositions d'artistes ou d'influenceurs. Et là, ce qui est important, c'est d'aller creuser, en fait, d'aller rencontrer les personnes, de discuter, d'être sûr qu'on est aligné, que la personne véhicule les bonnes valeurs, que c'est cohérent avec l'image de l'entreprise. Euh, c'est ça. Puis tu peux aussi aller dans ton réseau, en fait. Donc, euh, vous êtes nombreux à travailler sur la campagne marketing probablement, ou même dans votre entreprise. Donc, parlez, en fait. Faites-vous connaître. Faites du bouche à oreille, dites que vous êtes à la recherche d'un influenceur. Puis parfois, on n'est jamais à l'abri que, ben moi, ma voisine, elle connaît telle personne. Puis tu sais, un peu comme notre contact qui s'est créé, Chloé, comme ça, par hasard, en discutant. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis, euh, et puis c'est ça. Un point quand même à garder en tête aussi, c'est que parfois, euh, vérifiez aussi les collaborations avec les autres entreprises. Donc, si votre influenceur, vous êtes vraiment attiré par lui, il y a un super match, gardez en tête aussi d'aller vérifier avec qui il collabore parce qu'il n'y a pas toujours d'entente d'exclusivité. Donc, s'assurer que il n'y a pas de porte-à-faux avec une autre entreprise qui serait contraire à vos valeurs ou autres. Donc, c'est ça. Lancez plein de lignes, puis je suis sûre qu'il y en a une qui va fonctionner. Merci Marie, je trouve ça super pertinent, tout ce côté-là, un peu plus influenceur, tête d'affiche, représentation, c'est quelque chose que je connais moins. Je suis vraiment plus dans le marketing digital. Donc, ben, merci d'avoir partagé ça, c'était très pertinent. Ça fait plaisir. Donc, on passe maintenant à établir des liens avec vos clients et partenaires. Ça, c'est aussi parfois quelque chose qui sera peut-être mis un petit peu de côté dans votre plan marketing ou en tout cas pas mis en priorité. Bon, on vient de parler des partenariats avec les influenceurs, mais ça peut être des partenariats encore plus simples. Donc, parfois, ça peut être des échanges de visibilité avec des partenaires, des collaborateurs. En fait, il faut garder en tête qu'un partenariat, c'est toujours gagnant-gagnant. Donc, quand vous allez solliciter quelqu'un pour développer un partenariat, vous ne dites pas que vous êtes dans la requête, que vous êtes dans la demande de quelque chose. Vous avez quelque chose à apporter. C'est mutuellement bénéfique. Donc, je vais vous donner l'exemple. Nous, chez AB Marketing, on a fait un partenariat avec un autre collaborateur qui s'appelle Arrobas. C'est l'infolettre qu'on voit en bas à droite. On a des services complémentaires. Donc, eux, ils offrent des services web et numériques. Nous, on offre de la stratégie plus. Puis, on est venu s'entendre pour se dire, ben, partagez l'information dans vos outils. Donc, que ce soit l'infolettre, les articles, les blogs, partagez qu'on est partenaire. Puis, c'est gratuit. Nous, ça ne nous a rien coûté. Ça s'est mis en place super rapidement. Et l'avantage, c'est qu'on va aller développer un réseau qui n'est pas le nôtre. Donc, on va aller rayonner auprès d'une cible qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est vraiment rapide à mettre en place, puis ça peut être gagnant des deux côtés. Et dans le cadre de Féric, rapidement, euh, on avait les ententes avec les associations étudiantes pour aller participer à leur événement. Donc ça, c'était dans le cadre d'une entente particulière. Mais quand on soigne justement cette relation de partenariat, puis ce lien devient durable en fait. Donc ce qui s'est passé avec Féric, c'est que le jour où on a eu besoin d'un coup de pouce pour la promotion d'une autre initiative marketing, donc du jeu concours, on avait besoin de communiquer auprès du plus grand nombre d'étudiants possible. Donc on est allé voir les associations étudiantes, puis on leur a demandé est-ce que ça vous dérange de faire la promotion en notre nom, d'aller partager l'information sur votre page LinkedIn, plus page Facebook ou Instagram, euh, d'envoyer un courriel à votre base de données. Puis comme la relation, elle avait été soignée dans le temps, puis que c'était durable, il n'y a pas eu de problème pour aller au-delà des termes de l'entente, puis d'aller donner un coup de main. Donc, euh, intégrer aussi ces partenariats, puis établir des liens dans votre stratégie marketing, ça peut aussi vraiment avoir des effets très positifs, puis mener au succès des initiatives. Donc, n'oubliez pas cet aspect-là. Donc, Et donc,
Oui, vas-y, vas-y, Chloé. Ben, j'allais dire, on rentre dans la dernière étape qui est l'évaluation et l'optimisation des initiatives qui sont déjà en place. Donc, la première chose qu'on va faire rendu à cette étape, c'est mesurer et analyser toutes vos campagnes publicitaires sur les différents canaux. Comme Marie l'a mentionné précédemment, un plan, c'est malléable. Donc, si jamais vous voyez que finalement, vous atteignez peut-être pas les performances que vous aviez ciblées, ben, à ce moment-là, rien ne vous empêche de modifier certains aspects pour justement atteindre les objectifs. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, quand je fais une campagne, à chaque semaine, à la fin, je vais regarder les performances, puis j'ajuste en conséquence. Si je vois qu'un canal ne fonctionne pas du tout, ben, je me pose la question, après 3 mois, est-ce que c'est pertinent que je le conserve? Il n'y a pas les résultats. Peut-être que je pourrais prendre cet argent-là pour la placer dans un autre canal, par exemple. Donc, c'est ça. On mesure, on analyse, on s'ajuste. Et il y a plein d'outils qui permettent de mesurer la performance de vos campagnes marketing. Je vais en nommer quelques-uns. Tous ceux de la suite Google qui sont gratuits en passant. Donc, GA4, qui était anciennement Google Analytics, c'est juste que ça a changé de nom il y a 1 an environ. Il y a Search Console, Google Ads si vous faites des campagnes dans Google Search ou du display. Aussi, il y a des statistiques sur les plateformes de marketing par courriel. Donc, il y en a plein, mais par exemple, avec CyberImpact, que j'ai mentionné plus tôt, toutes les statistiques sont disponibles de vos anciens envois puis reculer depuis le tout début. Il y a Hotjar. Hotjar, c'est un outil, ça permet de créer des heat maps. Donc, je m'excuse, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais en gros, c'est un outil que vous pouvez mettre sur votre site web pour savoir quelles sont les zones où les gens vont cliquer le plus. Donc, par exemple, vous avez une landing page pour une campagne que vous avez créée, par exemple, pour booker un webinaire. Et vous voulez tester si les gens sur la landing page, à quel endroit ils s'arrêtent. Les zones les plus chaudes, ça va être les endroits où les gens se sont le plus arrêtés. Donc, peut-être, ça vous permet de vous réaliser, bon, ben, ma landing page, les gens ne cliquent pas sur les boutons ou ils passent par-dessus l'information que moi, je voulais mettre le plus de l'avant. Mais là, peut-être que la landing page aurait été mal bâtie à ce moment-là. Au niveau des réseaux sociaux, d'habitude, chacun des réseaux sociaux que vous possédez a aussi son outil d'analyse qui vient avec, donc comme Meta Business pour Instagram et Facebook. Il y a aussi des données qui sont disponibles sur Instagram, il y en a sur LinkedIn, il y en a sur vraiment toutes les plateformes. Il y a Hootsuite, qui est un outil qui permet justement de regrouper tous vos réseaux sociaux ensemble et de voir la performance de vos publications, par exemple pouvez voir, ah ben, par exemple, la publication que j'ai faite le mois passé, c'est celle qui a le plus grand nombre d'impressions, c'est celle qui a le plus de likes, c'est celle que les gens ont le plus commenté. Donc, les gens ont bien aimé ce type de publication-là où est-ce que je montrais des photos d'employés, par exemple, pour une campagne. Donc, vous pouvez peut-être tirer comme conclusion, les gens aiment ça, voir des visages humains. Dans les campagnes, il faut plus de contenu avec des visages humains versus des visuels qui sont dessinés, par exemple. HubSpot, c'est un autre outil comme Hootsuite, un peu plus élaboré parce que ça peut regrouper les sites web, ça peut regrouper tout ce qui est marketing par courriel et les réseaux sociaux. Il y a également SEMrush, Ahrefs. Eux, c'est plus au niveau des mots-clés, au niveau des liens. Par exemple, si vous écrivez un article de blog pour une de vos campagnes, le but, c'est de partager l'article de blog, mais aussi que les gens vous réfèrent votre article de blog parce que vous avez créé un contenu de qualité, par exemple. SEMrush et Ahrefs sont des outils qui permettent d'analyser à quel point vos liens de votre site web ont été partagés, donc à quel point il y a eu de la notoriété à ce niveau-là. Il y en a vraiment beaucoup des outils, là. Je vous ai mis ceux que moi, personnellement, j'utilise majoritairement. Je ne sais pas, Marie, si toi, il y en a d'autres que tu utilises que je n'ai pas mentionné là-dedans que vous aimez bien chez AB Marketing. Et écoute, c'est assez complet, hein. On utilise pas mal les mêmes. Tout ce que tu as nommé là, c'est au quotidien aussi qu'on regarde ça. Donc, non, ça fait le tour. Parfait. On passe maintenant à l'une des étapes super importantes, c'est optimiser l'utilisation de votre contenu. Donc, on parlait tout à l'heure de à quel moment on va se mettre à bâtir notre contenu. Quand on est à cette étape-là, il faut dès le début en fait penser optimisation.
Donc, quand vous avez un contenu en tête, puis vous savez que vous allez créer quelque chose, il faut voir comment le décliner sur d'autres initiatives. Donc, un contenu, il n'est pas unique, il va servir à plusieurs initiatives. Que ce soit en adaptant les formats, en ajustant, en coupant un petit peu, en prenant certains extraits, certains bouts, ça peut vraiment être utilisé de plein de manières différentes. Euh, si on fait une conférence, on peut très bien ensuite aller prendre ce contenu-là pour en faire un article de contenu sur notre blog. On peut réutiliser le même contenu pour faire un webinaire. On peut aller prendre des extraits du contenu pour faire des posts LinkedIn, saviez-vous que. Donc, c'est vraiment important de se dire un contenu, plusieurs initiatives, puis d'un point de vue budgétaire aussi, c'est ça qui va vous faire des économies, puis ça va être vraiment avantageux. Donc, je te laisse présenter vos exemples. Oui, ben c'est ça. Comme Marie l'a dit, quand je veux créer une pièce de contenu, j'essaie toujours de penser de quelle façon est-ce que cette pièce de contenu-là, je pourrais la réutiliser dans un autre format. Donc, dans l'exemple suivant, j'ai rédigé un article de blog qui parle justement de, c'est un guide qui parle de comment utiliser les formulaires pop-up, qui est une nouvelle fonctionnalité qui est sortie chez Cyber Impact il y a environ 2 mois. Après l'article de blog, j'ai fait un webinaire en collaboration avec une autre personne où on parlait de comment générer des leads, comment générer des prospects vers son site web. Et quelque part dans le webinaire, j'ai parlé encore une fois des formulaires pop-up. Donc, ma campagne était autour de la nouvelle fonctionnalité de Cyber Impact sur les pop-up. J'ai également fait un vidéo tutoriel sur YouTube qui explique comment créer des formulaires pop-up dans l'application. Le tout a également été envoyé dans des infolettres. Il y a même des versions plus courtes vidéo sur les formulaires pop-up. Donc, tu sais, à chaque fois, j'ai pas à refaire le travail au complet de faut tout que j'écrive, qu'est-ce que je veux dire dans la vidéo. Non, j'ai déjà un article de blog, j'ai déjà fait un webinaire. C'est un sujet que je maîtrise bien. J'ai déjà plein d'informations pertinentes. Je fais juste la présenter sous d'autres formats. C'est très pratique aussi parce que c'est pas tout le monde, par exemple, qui aime lire. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ça écouter des podcasts ou des vidéos en même temps de travailler. Donc, ça permet aussi d'aller rejoindre une clientèle plus large en ayant des formats différents de contenu. Donc, notre webinaire touche déjà à sa fin. On a couvert plein de sujets différents à travers ce plan. Mais les 5 éléments, si vous devez en retenir juste 5, la clé pour le succès de vos initiatives, c'est d'abord garder en tête la cible et son comportement. Vous l'aurez compris, toutes les actions que vous faites, c'est avec un objectif précis, c'est avec une cible en tête pour répondre à ses besoins et la rejoindre au bon endroit. Donc, gardez la cible en tête. Miser sur la qualité aussi. Donc oui, on a fait un plan avec tout plein d'idées. On voudrait tout déployer d'un coup, mais concentrez-vous une action à la fois, puis sur la qualité plutôt que la quantité. Allez au bout des choses, prenez le temps d'analyser ce que vous faites, puis de faire bien les choses. Entourez-vous des ressources expertes. Donc ça, encore une fois, c'est important. Misez sur les forces de chacun, sur la complémentarité de chacun. Puis, on a besoin d'experts. On a plein de métiers qui sont hyper différents, que ce soit, tu vois, là, on est toutes les deux en marketing, mais deux spécialités vraiment très différentes. Donc, allez chercher vraiment l'expertise spécifique à tel et tel projet. Ensuite, mesurez ce que vous faites et ajustez-vous. Donc, on en a parlé aussi. Les données, ça parle beaucoup. C'est super utile. Allez vérifier vos statistiques sur toutes les plateformes. Ça va permettre de savoir ce qui fonctionne, savoir ce qui ne fonctionne pas. Ça va vous permettre de vous adapter. Donc, prenez le temps de regarder les chiffres. Et puis enfin, communiquer. Parce que vous aurez beau avoir fait le plus beau des projets, le plus original, si vous n'avez pas fait de bruit autour de ce projet-là, si vous n'avez pas communiqué, prévu une campagne de promotion, personne ne va le connaître, ce projet, puis ça va faire un flop. Donc communiquez, communiquez toujours plus, n'hésitez pas. Donc ça fait pas mal le tour. Super. Ben, j'espère que vous avez apprécié le webinaire. On rentre maintenant dans la période des questions et réponses. Gênez-vous pas, pour vrai, toutes les questions sont bonnes, je le dis toujours, aucun jugement à ce niveau-là. Marie, je vais aller lire à voix haute les Oui, questions. Tu peux y répondre, puis sinon tu peux juste dire je passe, puis je vais y répondre. C'est bon? ça marche. Donc, il y en a quelques-unes qui sont rentrées.
Il y a quelqu'un qui demande, avez-vous des outils plus performants que Meta pour Facebook? Donc, analyser les campagnes de Facebook, j'imagine, à ce moment-là. Ouais. Nous, encore une fois, ça va être plus sur Meta qu'on va regarder parce qu'on n'est pas. Je parlais de toutes les expertises différentes tantôt. On n'a pas l'expertise du détail des médias sociaux. Donc, moi, ça va être sur Meta. Je ne sais pas, toi, Chloé, si tu en utilises d'autres. L'autre que je vais utiliser, ça s'appelle SEMrush, que j'ai écrit un peu plus tôt dans la présentation. SEMrush sert à des mots-clés, mais ça permet aussi, ce que j'aime, c'est que vous pouvez rentrer, mettons, 5 compétiteurs de vous et ça va sortir à chaque mois quelles sont les 5 publications les plus populaires de ces 5 autres compétiteurs-là, ainsi que vos publications à vous qui ont eu le plus d'impressions, de commentaires ou de réactions. Donc, moi, ça me permet justement ces rapports-là de me dire, ah, ben voici le type de publication que les gens semblent préférer de notre côté et voici le type de publication qui semble le plus populaire chez nos compétiteurs. Donc, au lieu que moi, j'aille chercher à chaque fois, ça me permet de regrouper toute l'information au même endroit. Mais sinon, je vais vraiment aller sur Meta Business Suite. Je pense que c'est là que les données sont le plus poussées, étant donné que ça vient Meta, Facebook, c'est la même compagnie. Donc, voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Il y a une autre personne qui demande, doit-on toujours respecter l'horaire de publication comme prévu, tel que le lundi, mercredi et vendredi, par exemple? Mais là, je te répondrai que ça va être à toi aussi d'aller connaître à quel moment ton audience est la plus à l'écoute, puis en fonction des autres publications déjà faites, faut tester. N'hésitez pas à tester, à faire différents moments donnés dans la journée, différentes journées. C'est sûr qu'il y a les statistiques générales qui vont dire que c'est des bonnes journées pour publier, mais parfois, ben, votre audience, c'est pas forcément cette journée-là qu'elle est présente. Donc, allez regarder aussi les statistiques des dernières publications pour voir ce qui fonctionne le mieux. Puis parfois, si il y a quelque chose qui vient de se passer, puis vous voulez en parler là, comme un événement qui a eu lieu la veille, n'attendez pas nécessairement le lundi d'après pour en parler. Il faut aussi, encore une fois, il faut être malléable, puis que ça fasse du sens avec votre réalité, je pense. Exactement. Puis, moi, j'aime bien tester de mon côté, moi-même faire des tests. Des fois, je vais essayer la fin de semaine, des fois les soirs de semaine. Puis, je vais vraiment essayer sur une période de 3 à 6 mois parce que juste une fois, c'est pas assez pour tirer une conclusion. Puis à la fin de l'année, c'est vraiment là que je fais une analyse complète, que je sors un rapport. Puis, par exemple, pour Cyberimpact, je me rends compte que les soirs de la fin de semaine, ça ne marche pas pour nous. En même temps, c'est un peu normal, étant donné que le canal où est-ce qu'on est le plus présent, c'est sur LinkedIn. LinkedIn, c'est majoritairement des professionnels. Et donc, ils sont là la semaine et moins le week-end. Mais c'est différent pour tout le monde. Par exemple, une entreprise en e-commerce qui vend du linge, ben là, le jour, les gens travaillent. Fait que là, à ce moment-là, ça serait différent, tu sais, faire plus les publications le soir quand les gens terminent de travailler. C'est ça, c'est vraiment de faire une analyse overall. Il y a une autre question, ça dit pour le début de publication sur les réseaux sociaux, combien de temps recommandez-vous pour effectuer des tests et commencer à analyser les résultats? OK. Ben, je pense que j'ai un peu répondu. De mon côté, j'aime bien faire une période de 3 à 6 mois pour vraiment avoir une bonne idée. Mais Marie, je te laisse répondre. Peut-être que toi, c'est une période différente. Non, honnêtement, c'est ça aussi. Puis, je pense que faut tester, mais faut tester aussi, par exemple, un type de contenu à telle heure, tel jour, parce que parfois, vous pouvez vous dire, ben, ça n'a pas fonctionné, c'est l'horaire qui n'a pas fonctionné, mais en fait, c'est le contenu. Tout à l'heure, tu donnais l'exemple de publication où tu montres les personnes de ton entreprise. Nous, par exemple, on a remarqué que c'est des publications qui fonctionnent très bien chez AB Marketing quand on va donner du réel, puis vraiment ce qui se passe dans l'équipe, par exemple. Fait que parfois, on peut tirer des conclusions un peu trop rapidement en se disant, bah, tel jour, c'est pas une bonne journée. En fait, c'est plus le sujet en tant que tel qui a été traité, qui a moins fonctionné. Donc, faire des tests sur plusieurs jours, sur une longue période, plusieurs mois, puis sur différents types de contenus, c'est vraiment cette comparaison-là qui va vous permettre de savoir ce qui fonctionne pas. C'est un peu précis, mais à la fin de l'année, quand je fais mes rapports de performance, je me monte un fichier Excel, puis je vais écrire pour chacune des publications, c'était quoi le type de publication. Donc, est-ce que
c'était, par exemple, des photos d'employés, donc expérience en entreprise? Est-ce que c'était promotionnel? Est-ce que c'était éducatif? Et je vais écrire le nombre d'impressions de popularité du post. Fait que c'est ça qui me permet à la fin de me dire, OK, bon, ben, ce type de publication-là, les gens aiment vraiment ça, mais pas le soir, le jour, alors que tout ce qui est éducatif, c'est très apprécié, mais pas le jour, le soir. Tu sais, c'est le contraire. Exactement, ouais. C'est super long à faire, mais je pense qu'en bout de ligne, ça rapporte beaucoup. Donc, Puis je, ouais. Puis je pense que ça, c'est à faire. Oui, c'est long à faire, mais tu le fais au fur et à mesure. À chaque publication, tu vas rentrer les informations. Puis en fin de ligne, à la fin de ton année, tu as ton tableau qui est complet. Puis tu as la vision vraiment très rapide de ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. exactement. Donc, on va répondre aux deux dernières questions. Merci en passant de participer comme ça. Donc, la personne demande quelle est votre définition d'un volume excessif de publication? Un volume excessif de publication, c'est, je pense que ça dépend vraiment du type d'entreprise aussi, que tu sais? Une entreprise en e-commerce va peut-être publier beaucoup plus pour attirer avec des promotions et cetera. Je Ce qui est important aussi, c'est de les répartir. Tu parlais tantôt d'expérience entreprise, de contenu éducatif, d'avoir de la variété dans les publications. Un volume excessif, ça va dépendre de chacun, puis de votre audience aussi. Vous pouvez regarder le taux des abonnements, suivre les personnes abonnées à votre page. Est-ce que c'est en croissance ou est-ce qu'au contraire, il y a de la désinscription? S'il y a de la désinscription, posez-vous des questions. Peut-être que justement, il y a trop de contenu, mais je n'ai pas un nombre spécifique à donner. Je ne sais pas si toi, Chloé, tu aurais un conseil. Non, j'allais répondre exactement comme toi. Ça dépend vraiment de ce que tu vends. Ton public cible, est-ce qu'il est très actif justement en ligne ou pas du tout? Comme tu as dit, au moment où tu commences à voir qu'il y a plus de désabonnements que d'habitude, ben là, posez-vous des questions. Ou si vos pages ne sont pas en croissance, que vous voyez plus de gens qui quittent, ben là, peut-être que vous abusez. Encore une fois, est-ce que c'est votre contenu qui n'est pas de qualité, qui ne les rejoint pas? C'est difficile de tirer une conclusion, là. Il faut vraiment faire comme une analyse complète. Mais d'habitude, ça dépend vraiment de ce que vous vendez. Donc, vous allez vous en rendre compte assez vite, je pense, si vous publiez trop, il y a certainement quelqu'un qui va vous le dire. C'est ça, Et ça ressortira dans les commentaires. c'est ça. Et la dernière question, c'est est-ce pertinent de partager les publications de nos clients? Oui, là, je pense que ça dépend encore une fois de beaucoup de choses. On peut pas répondre oui ou non à chaque question. Ça va dépendre déjà, est-ce que vous êtes en B2B ou en B2C? Est-ce que c'est un client, qui va avoir acheté quelque chose ou est-ce que c'est un client qui aura bénéficié d'un de vos services? Quel est le contenu de cette publication? Nous, on va le faire. Nous, on est une entreprise de service, puis régulièrement, on va partager sur le réseau LinkedIn, par exemple, les publications de nos clients parce que c'est cohérent avec nos valeurs, c'est cohérent avec l'image qu'on veut véhiculer. Donc, ça va vraiment dépendre du contenu. Puis, si ça va renforcer votre image, si ça va dans le même sens que vous, je vois pas pourquoi vous le feriez pas en fait. Exactement. Puis pour ajouter à ce que Marie vient de dire, si vous êtes content de ce que le client partage, mais vous aimeriez garder le contrôle sur le message de ce qui a été partagé, rien ne vous empêche à la place de faire votre propre publication, de taguer votre partenaire ou votre client en disant voici ce qu'il a réalisé. Comme ça, vous gardez un contrôle sur le message, mais vous le taguez. Donc, lui, ça lui fait aussi un peu. Ça lui donne la notoriété en même temps. Donc, il y a différentes façons que vous pouvez approcher la façon que vous souhaitez partager l'information. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire. À chaque fois, c'est un succès. Vous êtes toujours présent, vous avez tout le temps des questions. C'est vraiment le fun. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je vous le rappelle, vous allez recevoir la rediffusion vers la fin de la semaine par courriel. Ça va également être disponible sur YouTube. Vous allez aussi avoir la présentation PowerPoint. Donc, tous les logiciels que j'ai nommés à voix haute vont être dans la présentation. Il y a aussi les coordonnées de Marie si jamais vous aimeriez faire affaire avec AB Marketing. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas, Marie, si tu voulais rajouter un dernier petit quelque chose. Non, bah, je te seconde. Merci à tous. Merci aussi à Cyber Impact pour cette belle prise de parole sur notre expertise. Puis, n'hésitez pas à nous contacter avec les coordonnées pour qu'on discute de vos projets. Ça va nous faire vraiment plaisir.
Donc, merci à tous. Donc, passez une belle semaine en espérant qu'il fasse plus soleil dans les prochains jours. Donc, à la prochaine!